Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, alors je m'appelle Lana, Et vous avez quel âge? j'ai 35 ans. Et qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. J'ai donc 35 ans, trois enfants. Je vous fais juste un petit topo de ma situation actuelle. Oui, ils ont quel âge les enfants déjà? Avant de rentrer dans le détail, ils ont 5 ans et 3 ans. Il en manque un alors. 5 ans, 3 ans 5 et le ans, 3 troisième? ans. Alors en fait, il y a un troisième, mais on a vécu voilà, une histoire un peu particulière, puisque c'est un enfant que j'ai perdu pendant ma grossesse, très tardivement. Oui. Il avait quel âge ce petit bébé quand vous l'avez Alors perdu? c'était à 7 mois de grossesse. 7 mois. Voilà, mais je préfère dire 3 parce Mais vous qu'il avez raison. il a existé et voilà, son existence a eu un impact notamment dans ma vie et dans ma vie de couple. Oui, vous avez bien raison de le compter. Et vous êtes en couple depuis combien de temps? Alors, je suis en couple depuis 15 ans. 15 ans, mariée depuis 7 ans. Mhm. Voilà, donc je l'ai rencontré très jeune, hein, j'avais 20 ans. Donc j'avais tout, on va dire que j'avais tout pour être heureuse sur le papier, mais je me sentais en fait complètement éteinte ces derniers temps, pas du tout épanouie. Je m'épanouis pas forcément dans ma vie professionnelle et dans ma vie de couple, je sentais que j'étais carencée sur certains aspects depuis très longtemps, depuis même le début de ma relation avec mon mari. Mon mari est quelqu'un qui est très gentil, c'est quelqu'un que tout le monde adore, mais c'est quelqu'un aussi qui est très linéaire, très absent émotionnellement, assez froid. C'est quelqu'un aussi qui est très carriériste. Et même si à la maison c'était quelqu'un, enfin, voilà, c'était quelqu'un de très fonctionnel, on va dire. Il m'aidait beaucoup à la maison, etc. Moi, je sentais que ce n'était pas ce à quoi j'aspirais. Et je me suis focalisée sur le fait de construire une famille, voilà, d'avoir ma famille et de m'épanouir en tant que maman finalement, et pas vraiment en tant qu'épouse, en tant que Mhm. femme, épouse. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai mis beaucoup de mouchoirs sur des choses qui sont essentielles pour moi en couple, afin de pouvoir construire ma famille et rentrer dans ce schéma qu'attendaient mes parents, puisque je suis issue d'une famille catholique, conservatrice. Et donc j'ai avancé comme ça dans ma vie pendant 15 ans jusqu'à maintenant. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un homme qui finalement est complètement l'opposé de mon mari. Racontez-moi ça. Donc, on a d'un côté le mari qui est ingénieur, on a très bien compris le profil. Et cet autre homme, il est comment? Alors, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui est passionné, mais c'est quelqu'un qui ne respecte pas scrupuleusement les règles, qui est un peu rêveur, qui aime voilà, planifier des choses au dernier moment, qui adore partir en week-end sur un coup de tête, aller au restaurant sur un coup de tête, même en pleine semaine. Enfin, vous voyez, c'est complètement le profil opposé de mon mari, qui lui est plutôt casanier, qui se couche à horaires régulières, etc. Ce nouvel homme aussi, c'est quelqu'un qui est très, très drôle. Et finalement, dès le début, en fait, je me suis dit, mais c'est ce genre d'homme que je veux dans ma vie, c'est ce genre de partenaire que je veux dans ma vie. C'est quelqu'un aussi qui est extrêmement protecteur, bienveillant, très attentionné. Mhm. Et il a su me dire toutes les choses que j'avais besoin d'entendre de mon mari, que je n'ai jamais entendues. Euh, à savoir que voilà, que j'étais une bonne maman, que donc je vous disais au début en introduction qu'on avait perdu un bébé Mhm.
Voilà, c'était notre premier enfant, tardivement pendant la grossesse. Moi, ça m'a énormément affectée et je me suis relevée toute seule de ça parce que mon mari a été complètement absent émotionnellement. Je n'avais pas le droit de me plaindre, je n'avais pas le droit de pleurer. J'ai été très peu soutenue finalement. Pas le droit de vous plaindre et pleurer? Ça veut dire Oui, quoi ça pas concrètement? tellement. Ben, Il y a- c'est-à-dire qu'en fait, quand il me voyait pleurer, alors déjà, je me cachais énormément de lui. Je ne montrais pas mes émotions. Et le peu de fois où je me laissais aller, il me disait qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que je ne reste pas bloquée là-dessus, que maintenant ça suffit. Voilà, il faut que tu avances, il faut que tu arrêtes d'y penser. Vous voyez, il essayait de me secouer en fait. Alors je pense que c'était pour lui une preuve d'amour pour essayer de me faire avancer, pour pas que je reste dans ce chagrin, mais c'était très maladroit. C'est surtout comme ça que lui, il avance et qu'il gère ses émotions, il prend sur lui et il laisse pas place à ses émotions. Et il vous a demandé de faire la même chose. Oui, en fait, je pense il était un peu dans le déni de ce qui s'était passé et pour lui, il fallait avancer, avancer, avancer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Quelque part, ça m'a forcé à avancer et j'ai réussi par la suite à avoir d'autres enfants. Mais j'ai toujours eu ce sentiment de culpabilité de ce que je lui avais, entre guillemets, fait vivre, infligé, de ne pas avoir été capable de lui donner un enfant au début. Et je n'ai jamais entendu de sa part que je n'avais pas à me sentir fautif, qu'il était aussi concerné que moi, qu'il était fier de moi d'avoir réussi derrière à me relever, à avoir d'autres enfants, etc. J'ai jamais eu vous voyez, j'avais besoin de ça, je ne l'ai jamais eu. Et juste, est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à la culpabilité que vous avez ressentie de ne pas lui donner ce premier enfant? Parce que c'est assez interpellant ce que vous dites là. En quoi c'était votre faute? Ben, dans les faits, ce n'était pas ma faute, On est d'accord, parce que, ouais. oui, oui, non, non, il y a pas eu d'explication trouvée. Voilà, les médecins n'ont rien trouvé comme explication, mais moi, je me suis sentie extrêmement fautive. Et encore maintenant, ça m'arrive de me sentir fautive. Excusez-moi, je suis un peu émue du Mais je coup. comprends très bien que vous Et, soyez ému. et malheureusement, c'est vrai que j'aurais aimé entendre de sa part que je n'y étais pour rien, qu'il ne m'en voulait pas. Mais oui. Et, euh, et je l'ai jamais entendu. Et je me sentais en fait extrêmement, comment dire, inférieure aux autres femmes de ne pas avoir réussi à lui donner, à mener à bien une grossesse, à lui donner cet enfant qu'on voulait. Alors après, ce sentiment s'est un peu estompé puisqu'on a réussi à avoir d'autres enfants par la suite. Mais c'est vrai que j'ai très longtemps gardé cette culpabilité-là. Et finalement, ce nouvel homme que j'ai rencontré il y a un an, donc, s'est tout de suite intéressé à mon histoire. J'ai réussi à me confier à lui. Et il m'a tout de suite dit les mots que j'avais besoin d'entendre, à savoir que ce n'était pas de ma faute, que Bien j'avais sûr. été très courageuse, très forte de m'en être relevée, d'avoir réussi à construire ma famille, que j'avais l'air d'être une super maman, que j'étais forte, etc. Et donc c'est vrai que tout ça a contribué au fait que je m'attache à ce nouvel homme et que je m'autorise à eh bien, vivre cette aventure extra-conjugale pendant quelques mois. Attendez, juste pause. D'abord, je comprends ce que vous me partagez, hein. En vrai, heureusement qu'il est arrivé dans votre vie, cet homme, que vous puissiez entendre ces paroles qui Ouais, apaisent votre cœur. j'en avais désespérément besoin. Mais je Ouais. vous comprends tellement, c'est des paroles essentielles parce que c'est une culpabilité que vous portez qui n'a pas lieu d'être. Et donc, on a besoin de s'en libérer parce que c'est terrible d'avoir vécu toutes ces années sans avoir ces paroles qui apaisent le cœur. Oui. Mm. Je Oui, comprends oui, très bien que c'était. vous avez été touché par lui et que ça vous ait beaucoup troublé. Enfin, c'est très compréhensible ce que vous partagez là. Et on y reviendra, mais c'est très, je veux pour le dire poliment, interpellant que votre mari ne vous ait pas donné ces paroles-là. Ouais. C'est un vrai Parce sujet, que ça. même quand j'ai eu du coup, mon second enfant à la suite, un an après, à l'accouchement, c'est vrai que je sais pas, j'attendais naïvement qu'il me dise qu'il était fier de moi, comme Oui, plein de papas peuvent dire à un accouchement bien à leur sûr. femme, ou même être fier auprès des autres, voilà. Je n'ai jamais eu ces mots-là. Jamais. En fait, parce il est très fermé émotionnellement. Euh, c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est pas quelqu'un qui va dire des mots euh, très durs, etc. Mais il est assez fermé, en fait, il n'exprime pas les choses. Et pour lui, en fait, en reparlant là dernièrement, parce que du coup on échange beaucoup, on arrive beaucoup à se parler malgré tout sur tous ces éléments qui ont provoqué la cassure. Mm. Et le fait que moi je me détache émotionnellement de lui petit à petit, il me dit qu'en fait pour lui, il m'a toujours trouvée fière et forte et qu'il n'avait pas besoin de me le dire parce que c'était évident. Ah là là, ces hommes qui pensent ça. Oh mon Dieu. C'est tellement évident qu'on va pas te le dire. J'ai le même père, Merci. donc Ouais, ouais. ok.
Vous avez le même père, racontez-moi Ouais. ça, parce qu'évidemment, ça sort pas de nulle part. Bien sûr. Donc j'ai une mère très expansive, très démonstratrice, qui a toujours su nous montrer qu'elle nous aimait. Mais par contre, mon père est très, ouais, très réservé sur ses sentiments aussi et fait rarement un compliment ou un mot ou nous dit rarement des mots d'amour, quoi. Mais Mais quoi? Et qu'est-ce que ça a engendré chez vous? eh bien, qu'est-ce que ça a engendré? C'est que du coup, je les ai attendus d'un homme. Mais je En comprends fait, le tellement. fait de pas forcément les avoir de mon père, c'est vrai que je les ai attendus d'un homme. Mhm. Et j'ai accepté aussi d'avoir un homme qui ne me les disait pas, finalement, Mhm. parce que pour moi, c'était la norme, en fait. Ah Je oui. me rends compte de tout ça. Mhm. Euh, et donc voilà, pour revenir à cette aventure extra-conjugale, j'ai pendant quelques mois, 3 4 mois, eu cette aventure avec cet homme. Et puis, je ne pouvais plus vivre avec le mensonge vis-à-vis de mon mari. Je ne pouvais plus vivre dans cette double vie, je n'y arrivais plus. C'était complètement à l'opposé de mes valeurs en fait, de ce qu'on m'avait inculqué et je voyais bien que j'étais en train de faire de la peine à mon mari. Et donc j'ai décidé de me séparer de mon mari. Je lui ai tout raconté et j'ai décidé de me séparer de lui. On a cohabité encore 3 4 mois et puis là depuis le mois d'août j'ai pris un logement où je suis toute seule avec mes enfants du coup en garde alternée. Euh, et donc là, le fait de... Alors j'ai extrêmement eu du mal à partir de chez moi parce que j'avais l'impression de tout détruire et de quitter mon cocon, de quitter ma famille, mes enfants. Ça a été très dur, Mhm. très très dur. Je l'ai vraiment fait quelque part à contre-cœur, mais il le fallait. J'avais besoin de me retrouver toute seule, j'avais besoin d'y voir plus clair. Euh, C'était pour trouver toute seule ou bien de pouvoir vivre votre relation avec cet homme eh bien, sans culpabilité? c'était les deux, c'est vrai. Ouais. J'avais besoin de ne plus avoir de culpabilité, de ne plus me cacher aussi, de ne plus voilà, me cacher quand je recevais un appel, un message, pouvoir prendre de ces nouvelles aisément. Mais j'avais aussi besoin de me retrouver seule dans une maison, parce que je ne suis pas partie pour habiter avec ce nouvel homme. J'avais besoin de me retrouver seule aussi pour me pousser dans mes retranchements et comprendre ce qui m'arrivait. Et je n'arrive pas à investir pleinement cette nouvelle relation parce que je suis encore trop attachée finalement à ma vie d'avant. Et je suis dans cette dualité maintenant où quand je suis avec ce nouvel homme, je pense à ma vie d'avant. Et j'associe ce nouvel homme à la, au, f- comment dire, au fait d'avoir brisé ma famille, alors que c'est pas de sa faute à lui. Mais je l'associe finalement à ça, au fait de ne plus avoir ma vie de famille. Et à la fois, parfois, j'essaie de repasser des moments avec mon mari et mes enfants, pour mes enfants, voilà, de se faire une petite sortie de temps en temps, tous les quatre, pour voir si ça réveille des choses en moi. Et je me sens comblée parce que j'ai ma famille au complet, mais je n'ai plus aucune attirance, aucun désir pour mon mari. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement perdue. Et là, mon mari, ce qui est très dur, c'est que mon mari s'est réveillé, du coup, comme je pense beaucoup d'hommes ou femmes qui se retrouvent dans cette situation-là où ils voient qu'ils sont en train de tout perdre. Et donc, mon mari s'est réveillé. Il s'est excusé pour plein de choses qui s'étaient passées dans notre relation. Je me suis Superbe. excusée aussi Mhm. parce qu'un couple, c'est à deux. Mhm. Et j'ai baissé les bras aussi sur plein de choses. Et je pense que lui-même n'était plus heureux dernièrement. Mais donc il s'est réveillé, il me montre qu'il a changé, que maintenant il essaie d'être beaucoup plus attentionné, il s'inquiète pour moi, il me dit qu'il ne peut pas vivre sans moi, qu'il m'aime, il ouvre vraiment son cœur et il me demande de lui relaisser une chance, que je le dois à notre famille, voilà, qu'il a changé et que tout n'est pas fini. Mhm. Sauf que je lui dis moi que je n'y arrive pas, que pour Vous autant n'arrivez pas à quoi quand vous dites je n'y arrive pas? Ce que je euh, n'arrive pas à faire, c'est... je n'arrive pas à me relancer dans cette vie de famille où je m'étais éteinte. J'ai trop peur de m'éteindre à nouveau. Et j'ai peur de perdre ce nouvel homme. J'ai très peur de perdre aussi ce nouvel homme qui est peut-être finalement l'homme de ma vie. Mais je ne sais pas. Je me dis, mais je n'arrive pas pour autant à me projeter avec ce nouvel homme parce que je suis trop attachée à ma vie d'avant, euh, à ma vie de famille. En fait, je me dis, moi, pour être heureuse, il faut que j'ai ma vie de famille. Et là, je ne l'ai plus. Et donc, j'ai très peur, je suis paralysée. Et donc là, maintenant, mon mari me dit qu'il va lancer le divorce. Il me dit, c'est ma dernière carte pour te faire réagir. Et je suis paralysée.
je suis terrorisée que finalement notre mariage prenne fin. Alors que dans les faits, c'est déjà un petit peu le cas, puisque je vis toute seule, que j'ai entamé cette relation avec ce nouvel homme, que j'ai commencé la garde alternée avec les enfants. Mais je suis terrorisée de, ne plus, de mettre fin à mon mariage et de ne plus avoir de retour en arrière possible. Et également, c'est très compliqué vis-à-vis de ma famille, parce que mes parents, comme je vous disais, sont très conservateurs. Et ça a été très compliqué. Ils ont beaucoup pris le parti de mon mari. Je me suis pris des réflexions horribles à entendre, comme quoi je n'avais pas d'honneur, que je n'avais pas de valeur, qu'ils ne me reconnaissaient pas, que je n'avais pas été élevée comme ça, que j'étais en train de détruire ma famille, qu'il faut que je revienne, que j'arrête mes bêtises, qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, que je vais le regretter, etc. Et donc, voilà où j'en suis. Je suis totalement paralysée. C'est très compliqué et je comprends très bien ce que vous partagez. Et puis, ce qui est aussi compliqué, c'est quand on voit son mari qui se met en mouvement à la suite de la séparation, parce que vous avez pris une décision étant donné sa façon d'être, mais si lui se met en mouvement et change, ben on se dit, bah, s'il y avait 1% de chance de pouvoir être heureuse avec lui, on a envie de saisir cette chance-là. Oui, Parce tout que à quand fait. on voit la complexité que c'est d'une famille séparée pour les enfants et puis pour tout ce que ça vient Exactement. engendrer, quoi. Donc c'est très déstabilisant. En même temps, c'est assez récent tout ça. Parce que vous me dites, ça fait que quelques mois là que vous êtes séparés. Est-ce qu'il y a une urgence à prendre une décision là? Eh bien oui, parce que mon mari, du coup, je sais qu'il a rendez-vous là avec un avocat en fin de semaine pour lancer le divorce. Mm. Et quand vous apprenez ça, il se passe quoi au fond de vous? Je suis triste Mm. et j'ai peur. Ouais. Vous avez peur de Parce que quoi? je me dis, il n'y a plus de retour en arrière. Je me dis, il n'y a plus de retour en arrière et tout ce que tu as construit, ta vie de famille, c'est fini. Ce confort d'avoir le père de tes enfants à tes côtés, euh, ces moments chouettes qu'on passait en famille avec ma famille, parce qu'il est très intégré dans ma famille avec mes beaux-frères, etc., mes sœurs, il est très très intégré, c'est comme un frère pour eux depuis 14 ans. Donc j'ai cette culpabilité-là aussi de leur enlever un membre de leur famille. Et moi, je n'arrive plus à être... j'ai l'impression que je ne sais plus qui je suis dans ma famille. Et je n'arrive plus à être en famille sans lui. Vous voyez, c'est... Et je pensais pas que je ressentirais tout ça. Et donc, il y a urgence dans le sens où il veut lancer le divorce et où je me dis qu'il faut que je prenne une décision. Est-ce que je réessaye en mettant à l'écart ce nouvel homme, au risque de le perdre? Ou est-ce que je me jette corps et âme dans cette nouvelle relation en me disant si ça arrive, c'est pas par hasard et prends le risque. Mais le risque, c'est que dans quelques années, tu regrettes d'avoir brisé ta famille parce que est-ce que tu ne vas pas retomber dans ce schéma avec un nouvel homme où finalement, une fois la lune de miel, on va dire, terminée, eh bien, tu vas rentrer dans la même spirale, le quotidien, les enfants, voir les défauts de l'autre et au final, tu auras détruit ta famille que tu avais réussi à construire pour reproduire la même chose. Mm. On va d'abord repartir de la base. Il y a une souffrance que vous vivez aux côtés de votre mari, c'est qu'il n'arrive pas à vous rejoindre sur le plan émotionnel. Or, c'est vital pour se sentir heureuse, joyeuse, vivante, c'est qu'on puisse avoir une connexion émotionnelle avec la personne avec qui on partage sa vie. Vous n'arrivez pas à avoir cette connexion émotionnelle avec lui parce que lui est déconnecté de ses émotions. Oui, Donc, si lui est déconnecté, il ne peut pas connecter avec vous, mais avec n'importe qui. Ok. oui, tout à fait. Donc, votre mal-être, ce qui était compliqué à vivre à ses côtés, d'abord, ça se comprend. Et c'était légitime de votre part de dire, je peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas bien dans la relation. Donc, euh, cette, oui, ce moment où vous avez dit stop, c'est plus possible, il était juste, il était bon parce qu'il était respectueux de vos besoins profonds pour être vivante, joyeuse, heureuse, apaisée. D'accord. La culpabilité avec laquelle vous avez évolué pendant toutes ces années à la suite de cette perte de ce petit bébé à 7 mois de grossesse, c'est pas normal d'avoir vécu ça aussi longtemps. On a besoin d'être consolé par son mari, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être apaisé, on a besoin d'être c'est-à-dire qu'on est une équipe ces preuves-là et pas tu prends sur toi, il faut pas arrête de pleurer, etc. C'est pas possible ça.
Donc, Ouais. votre besoin, il était d'abord légitime. Et comme il n'a pas entendu tous vos appels, bah, à un moment, vous avez passé à la vitesse supérieure en disant, bah, tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne ce que tu ne me donnes pas, donc en fait, je vais partir avec lui. Bon, la majorité des hommes ont besoin d'un électrochoc pour commencer à changer. C'est très étrange. Mm. Si ça pouvait être autrement, ça aurait beaucoup de relations, mais Oui, parce que c'est pas souvent, faute de de lui l'avoir avoir dit. prévenu, de lui avoir dit les choses. C'est ça le Mm. problème. Et donc, évidemment, c'est souvent c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, on va dire c'est souvent, quand ils font l'expérience qu'ils pourraient perdre leur femme, que là, en un coup, ils s'en mettent en question, ils se mettent en mouvement, ils changent. En fait, quand ils se sentent trop sécurisés dans la relation, ils ne se mettent pas en mouvement, ils ne changent pas. De toute façon, ça, on restera toujours ensemble. Donc, l'insécurité, le fait de pouvoir perdre l'être aimé, ça les fait réagir en général. C'est très embêtant, mais c'est comme ça souvent. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut un peu doser dans une relation, c'est d'avoir en même temps la sécurité et en même temps que l'autre comprenne que l'amour, ça peut s'arrêter aussi. Et que la relation, ça peut s'achever si on n'est pas bien. Et souvent, quand on a aussi tout un bagage de l'amour qui dure toute la vie, le mariage, l'indissolubilité du mariage, dans un contexte religieux, etc., euh, on se dit, on n'a pas besoin de changer, on restera toujours ensemble. Bref, là, il se met en mouvement. Et c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe parce que voilà, après autant d'années passées en commun, euh, on a envie de lui laisser comme un peu une petite chance de se réveiller et de voir ce qui se passe, sa version de lui connectée. Parce que j'ai envie de vous dire une chose, c'est que quand il était déconnecté, c'est pas que c'est un être qui est dépourvu d'émotions, c'est qu'il n'a pas appris à écouter ses émotions, à les reconnaître, à les nommer et à savoir les gérer. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. C'est-à-dire que vous ne demandez pas qu'il change, vous demandez qu'il devienne davantage lui-même, qu'il retrouve toute son entièreté. Vous Ouais. comprenez la différence? Et puis je me suis rendu compte également en parlant avec lui, ce que vous n'avez jamais pris le temps de faire avant, c'est qu'en fait les codes, le langage, son langage de l'amour est complètement différent du mien. Par exemple, moi, quand j'aime quelqu'un, je m'inquiète beaucoup pour lui. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse et donc j'ai besoin qu'on me rassure. J'ai besoin de savoir que la personne, par exemple, si elle fait un trajet de nuit, j'ai besoin de savoir que la personne est bien arrivée. J'ai besoin de savoir enfin, je sais pas, j'ai besoin d'être rassurée que la personne aille bien et je fais en sorte que la personne aille bien et je prends tout sur moi pour que la personne se sente bien. Lui, au contraire, il m'a avoué que le fait que je m'inquiète pour lui l'agaçait, qu'il avait l'impression que je le maternais, que pour lui c'était pas une preuve d'amour. Et que c'est pour ça qu'il n'était pas comme ça vis-à-vis de moi, qu'il ne s'est jamais inquiété pour moi. Parfois, je rentrais du travail le soir, je sortais du bureau, il était 21h, 22h, je rentrais tard la nuit. Jamais il m'appelait pour savoir ben, quand est-ce que tu rentres, tout va bien. Euh, Jamais il s'est vraiment inquiété pour moi. Et donc il me disait que pour lui, le fait de s'inquiéter pour quelqu'un, c'est pas un marquage de l'amour qu'on peut avoir pour cette personne. Et donc je me rends compte qu'en fait, on est vraiment foncièrement différents et que notre code de l'amour n'est même pas le même en fait. Mais une fois que vous comprenez vos différences, est-ce que vous arrivez à vous rejoindre et de dire, ah, si c'est important pour toi, ben, je vais davantage m'inquiéter pour toi ou est-ce ça donne envie d'évoluer dans la relation? Alors lui, c'est ce qu'il me dit, du coup, qu'il a compris, et maintenant je vois qu'il fait des efforts, qu'il s'inquiète pour moi, mais j'ai l'impression que c'est forcé, en fait, parce que c'est pas l'homme que j'ai connu pendant 14 ans. Donc ça me touche. Mais finalement, j'arrive pas à y être vraiment sensible parce que je sens que c'est forcé, c'est pas lui. Alors il me dit que si, qu'il s'est réveillé maintenant et que maintenant il s'inquiète vraiment pour moi, etc. Mais, euh, mais je sens que j'ai l'impression que c'est forcé. Donc, dans les changements, il faut bien distinguer des changements qui sont dus à une évolution personnelle et d'arriver à être donc davantage soi-même et donc de se libérer de tout ce qui nous empêche d'aimer ou de nous laisser aimer, là typiquement ce dont on parle là, d'une évolution qui est vraiment dans un changement de personnalité profonde. Vous voyez, c'est de dire que, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui serait très artiste dans sa façon de voir les choses et on lui demande d'être très ingénieur. Bon, un changement, vous voyez, quelqu'un qui est plutôt, ce qui le motive beaucoup, c'est les projets dans la vie et on lui demande en un coup d'être beaucoup plus analytique ou dans l'humain. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est des changements de personnalité et ça, c'est compliqué. C'est ça, est-ce que la personne peut vraiment changer?
Ou est-ce que ça va durer quelques mois et... Quand on évolue, ça peut durer pour toujours, mais un changement de personnalité, ça va pas. Là, par exemple, le fait de plus savoir parler de ses émotions, ce n'est pas un changement de personnalité, ça. Vous voyez, c'est plutôt d'apprendre à être davantage soi-même. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est coupé au fond de nous, de par notre histoire ou notre éducation, etc. Et on apprend à se reconnecter. Est-ce que vous voyez un peu cette différence entre un changement de personnalité et une évolution personnelle? Ouais. Ok. Alors ça, c'est par rapport à votre mari. On va y revenir, mais on sent que lui, il est en mouvement. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous me dites que l'amant, qui est devenu maintenant votre compagnon, il y a plein de belles choses que vous vivez avec lui, mais vous avez du mal à vous projeter. Et pourquoi vous avez du mal à vous projeter avec lui? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que lui, du coup, alors, il a un petit peu tout quitté pour moi aussi. Il a quitté une femme et un enfant pour moi. Alors, il n'était pas marié, mais une personne avec qui il était en couple depuis longtemps. Et du coup, lui est extrêmement investi dans notre relation. Et moi, ça me fait peur. Parce que j'ai l'impression que ça va vite, que ça va trop vite pour moi. J'ai encore trop de flashbacks de ma vie d'avant. Je suis encore un peu trop dans cette dualité-là. Et lui, en fait, j'ai l'impression qu'il m'en demande beaucoup. Et finalement, toutes ces qualités qu'il avait au début qui me plaisaient énormément sont maintenant un peu poussées à leur paroxysme. Et il en attend beaucoup de moi. Il attend en fait que je m'investisse autant que lui dans cette relation et ça me freine un peu. Et puis bah, la deuxième, voilà, c'est le fait, je pense, de ne pas être divorcée qui fait que je me sens encore engagée auprès de quelqu'un. Et donc, je n'arrive pas à me projeter dans une autre vie, en fait. Et je ne connais pas une vie autre qu'avec mon mari, en fait. Et donc, je n'y arrive pas. Et puis, je n'arrive pas non plus à l'imaginer au milieu de ma famille, Mm. qui est vraiment trop attachée à mon mari. Et qui m'a déjà dit qu'ils auraient beaucoup, beaucoup de mal à accepter une nouvelle personne. Que ça allait être très compliqué pour eux. Et donc, si ça doit arriver, ce serait pas avant très longtemps, je pense. Et je n'arrive pas à me dire que je ne pourrais plus être en famille avec mon conjoint, en fait. Alors la famille, elle peut évoluer, ça peut bouger. Pour l'instant, il vous dit ça, mais voilà, c'est pas quelque chose de figé, peut-être. Mais vous dites aussi une chose très importante, c'est la rapidité. Là, vous sentez que vous n'êtes pas encore prête pour construire une nouvelle relation. Et c'est aussi très logique, très normal. Est-ce que vous pouvez, pour une fois, un peu plus vous écouter? Qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous, Lana, là, aujourd'hui? Si vous écoutez, vous, qu'est-ce Honnêtement, que vous voulez? je n'arrive plus à savoir ce qui Ouais, me c'est ça, ferait du parce que bien. Parce qu'en fait, je me rends compte, et c'est peut-être toxique comme comportement, mais je me rends compte que j'ai besoin des deux pour être heureuse. Et j'ai besoin Mhm. de cet homme qui représente ma vie de famille, mais avec qui je n'ai plus envie d'avoir de rapprochement physique. Euh, voilà, j'ai juste envie de l'avoir pour ce qu'il représente, en fait, ma vie de famille, ce côté Mhm. sécurisant, où on ne change pas les habitudes, où je sais qu'il est là pour mes enfants, etc., où on forme une équipe pour les enfants. J'ai besoin de ça. Et à la fois, j'ai besoin de ce côté passionnel, de ce côté fougueux, de la nouveauté aussi. Euh, j'ai besoin des deux pour être moi-même, en fait. Mhm. Et donc, je ne sais même pas là ce que j'aurais besoin. Je vous Mhm. avoue, je suis complètement perdue. C'est un peu l'objet Ouais. Oui, de parce que la cette question, c'est consultation. qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous? Là, maintenant, tout de suite. Pas pour une décision pour l'éternité, là. Mais là, maintenant, tout de suite. Dans cette situation, qu'est-ce qui vous permettrait Alors, d'être c'est plus de pouvoir apaisé? continuer à passer des moments simples, légers, avec ce nouvel homme, avec mon nouveau compagnon, sans qu'il m'en demande trop, sans qu'il me demande une vision à long terme, sans que ce soit trop oppressant, on va dire, et à la fois de pouvoir garder ce contact avec mon mari, ce contact quotidien, où j'ai besoin d'avoir des nouvelles de lui pour me sentir bien, où j'ai besoin de sentir qu'on continue de former une équipe pour les enfants, où j'aurais besoin de passer des moments en famille avec voilà, mes parents, mes sœurs, etc. Avec lui, comme avant, ce côté rassurant, vous voyez. Oui, vous avez besoin d'aller un peu jusqu'au bout au bout des choses, quoi. Est-ce que quand vous demandez à votre nouveau compagnon de ralentir le rythme, est-ce qu'il accepte? Alors ça lui fait beaucoup de mal. Il le comprend et parfois il ralentit. Mais ça lui fait beaucoup de mal et ça ne dure jamais très longtemps. On va dire que très rapidement, il est à nouveau en demande. Parce que voilà, c'est quelqu'un aussi qui a tout quitté pour moi et qui se retrouve seul et qui, je pense, a besoin de se rassurer aussi dans le fait qu'il n'a pas fait de bêtises et qu'il... Il est là le problème, c'est il a quitté beaucoup de choses pour être avec vous.
Oui, Et c'est quand on a des discernements qui sont basés sur cette nouvelle relation que ça se passe jamais bien. Bien sûr que ça va aller droit dans le mur. L'idée, c'est que il faut qu'il puisse lui se dire, je sais précisément pourquoi je ne peux pas être heureux, joyeux à ses côtés. Et donc, je sais précisément pourquoi est-ce que on va avec s'arrêter son ancienne avec compagne. son ancienne compagne. Alors, il me le dit, hein, pour le coup, il me dit qu'il est sûr de lui, pardon, euh, qu'il ne retournera pas avec, même si entre nous ça ne devait pas fonctionner, qu'il ne D'accord. retournera jamais avec, que son enfant lui manque énormément, voilà, mais que jamais il ne retournera avec parce qu'il est sûr de lui. Et pour moi, ça devrait être rassurant. Parce que beaucoup d'hommes finalement entretiennent un peu une double vie sans jamais vraiment quitter leur conjointe. Lui, c'est pas le cas. Il a tout quitté pour moi, mais c'est déroutant et Oui, mais c'est il a quitté effrayant. pour vous ou il a quitté parce que dans tous les cas, il ne pouvait plus être heureux avec elle. Oui, c'est pas du tout la même chose. Alors il me dit que j'ai un peu, le fait de m'avoir rencontré a précipité les choses. Voilà, un peu comme moi avec lui finalement, ça lui a donné le déclic. Oui, ça lui a donné le déclic, mais ça, on peut entendre. Mais c'est pas la même chose de se dire, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir là aujourd'hui, si vous vous séparez de cet homme, d'accord? Vous Ouais, n'êtes plus en contact pendant, je sais pas, 6 mois, d'accord? ouais. 3 mois, 6 mois, enfin, ou même plus, jusqu'à l'été prochain. Est-ce que lui, il retourne voir sa femme ou bien il peut vivre avec une nouvelle forme d'apaisement dans cette séparation? Eh bien, il me dit qu'il ne retournera jamais avec. D'accord. Maintenant, Et est-ce qu'on peut, vous? on peut jamais savoir. Et vous? Si vous êtes séparé de cet homme pendant plusieurs mois, qu'est-ce que vous faites? Alors si c'est lui qui me tournait le dos, on va dire, qui décide de mettre fin Mhm. à cette relation pour X raisons, euh, je pense qu'il y aurait des risques ou chances, je ne sais pas, que je retourne auprès de mon mari pour ne pas finalement me dire que j'ai détruit ma famille pour rien, que j'essaierai de relaisser une chance à mon mari malgré tout, euh, même si j'aurai cet autre homme en tête maintenant et cette autre vision du couple. Mais je pense que je retournerai vers ma famille. Euh, et parce qu'aussi je ne sais pas être seule en fait. Je me rends Ah, compte que j'ai enchaîné les relations depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps que j'ai pas été seule, que je n'ai pas été en couple. Et donc et ça ça me vous ferait pas fait du très bien, ça? Est-ce que c'est pas là, elle n'est pas là la solution? Je sais pas, je suis pas sûre. Hmm. Pourquoi? Pourquoi vous n'osez pas être seul? Parce que je me dis que je peux pas avoir cassé ma famille pour rien, finalement. C'est rien de se sentir un peu mieux? Bah, en étant seule, je suis pas sûre que je me sentirais mieux. Mhm. Mhm. Voilà, je suis bloquée. Je suis En fait, paralysée, je suis au milieu et je ne sais pas quoi faire. ouais. Et je souffre, hein, alors je sais que je fais souffrir autour de moi parce que mon mari souffre énormément. Il m'appelle tous les jours, tous les 2 jours en pleurant. Donc j'ai une culpabilité immense. Je pleure avec lui, j'en dors pas de la nuit. Mm. Des fois, je lui donne des nouvelles juste pour qu'il ne se sente pas seul. Mm. Moi, j'en ai pas forcément besoin. C'est par culpabilité parfois que je le fais. Et à la fois, je culpabilise vis-à-vis de mon nouveau compagnon de ne pas réussir à lui donner tout ce qu'il voudrait, de ne pas réussir à le rendre heureux comme je devrais. Mm. Je culpabilise de tous les côtés et au final, je souffre. Et j'ai envie de me sortir de cette situation, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer. J'ai Mm. déjà essayé de mettre de la distance avec mon nouveau compagnon, de lui exprimer les choses, de lui dire que Oui. j'avais besoin de me retrouver seule pour réfléchir. Et à chaque fois, eh ben, forcément, il le prend mal, il me dit que ça le rend malheureux, il en pleure à chaque fois. Mais il me dit qu'il va me laisser du temps. Mm. Mais finalement, moi, de le voir pleurer, je me dis, c'est pas possible, je peux pas lui faire ça. Mm. Et puis après, c'est rebelote avec mon mari qui pleure, et je me dis, c'est pas possible, je peux pas lui faire ça. Mm. Et je suis au milieu. Bon, Lana, le sujet de votre vie, c'est la culpabilité, hein. Oui, Cette culpabilité qui vous empêche d'être libre, cette culpabilité qui vous empêche de vous écouter. Cette culpabilité, c'est un vrai obstacle à votre épanouissement. Et dans la culpabilité, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, il y a une culpabilité qui est reliée à une faute objective.
C'est-à-dire que je me sens coupable parce que j'ai fait quelque chose qui était irrespectueux. Et il y a une culpabilité que je peux ressentir alors que je ne suis pas coupable. Typiquement, la culpabilité que vous avez ressentie quand ce petit bébé s'est arrêté de vivre. Vous n'aviez rien fait de mal, ce n'est pas votre faute. Et donc, c'était une culpabilité qui n'était pas reliée avec une faute objective, mais pourtant qui vous a bien pourri la vie. Donc, il faut faire la part des choses dans ces culpabilités. Vous, là aujourd'hui, tout ça vous bloque parce que vous vous sentez responsable du malheur des gens autour de vous. Alors, on Mm. va reprendre chaque élément pour pouvoir vous en libérer. J'ai l'impression de parler comme un curé à chaque fois. Votre faute, votre faute par rapport à votre mari, c'est quoi? Eh ben, c'est de l'avoir trahi, de ne pas avoir respecté cet engagement du mariage à la vie, enfin, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que c'est ça l'engagement du mariage pour le meilleur et pour le pire? Bah, c'est pour moi, c'est de ne pas baisser les bras, même dans les moments où on aura envie de tout envoyer valser. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait parce que c'était une pulsion de vie. Je sentais que j'étais en train de mourir à petit feu. Et c'était une pulsion de vie, en fait. Je me suis dit, je suis jeune, je veux pas m'éteindre. Donc alors, votre faute, c'est quoi? Si c'était le plus de vie. C'est peut-être de ne pas avoir... Alors déjà, je trouve que c'est de ne pas avoir fait les choses proprement, de ne pas être partie de la maison, de ne pas l'avoir quitté quand j'ai rencontré cet homme, de ne pas avoir réussi à partir tout de suite et à faire les choses proprement pour éviter de le tromper. Ça, je m'en veux parce qu'il ne méritait pas ça. C'est quelqu'un de très droit qui finalement a toujours été très droit avec moi. Et donc, je m'en veux de ça. Et pour ça, vous avez pu lui demander pardon? Oui, tous les jours, je lui demande pardon. Oui, enfin, en même temps, pardon, on le demande une fois et peut-être pas tous les jours. Et dès que je l'entends malheureux, je m'excuse. Donc, on va dire tous les 2 jours, je m'excuse auprès de lui. Et à la fois, je lui explique que je n'ai pas pu faire autrement. Je n'ai pas réussi à faire autrement. J'aurais aimé, mais je n'ai pas réussi. Et votre faute par rapport à cet amant, c'est quoi? C'est de lui avoir fait des promesses, de lui avoir dit que j'allais m'engager moi aussi corps et âme dans notre relation, que j'en avais envie, que j'avais envie de construire avec lui. En fait, avant de partir de chez moi, de quitter mon mari, j'arrivais à me projeter avec ce nouvel homme, bizarrement. Depuis que je suis partie, je n'y arrive plus parce que je suis face aux conséquences de mes actes. Et donc je m'en veux vis-à-vis de lui de ne pas réussir à tenir mon engagement, finalement. C'est normal parce qu'en fait, c'est le sentiment amoureux, il nous transporte. Il nous fait voir toutes les qualités chez l'autre et il nous fait voir la vie euh, positivement. On a l'impression que tout est possible. Ça, c'est quand on est amoureux. C'est formidable d'être amoureux Mm. pour ça. Et quand on est amoureux, mais qu'on est déjà engagé dans une première relation, comme c'était votre cas, on voit pas tous les obstacles. On se déconnecte un Ah peu oui, on du est réel. aveuglé, complètement. Et là, en fait, vous avez l'espèce de rappel du réel Ouais. qui fait que bah, vous séparez c'est vous, de votre mari, c'est vous séparer aussi de vos enfants, de vous séparer peut-être de maisons que vous avez aimées, de gens que vous avez aimés, une séparation avec votre famille. Enfin, bref. En fait, tout le réel revient un peu en boomerang. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. On se le prend en pleine face et je me sens bête de ne pas avoir réfléchi à toutes ces conséquences. Enfin, je les connaissais, mais c'était dans un coin de ma tête et c'était pas réel en fait. Ne vous inquiétez pas parce que c'est un processus qui est tout à fait logique avec le sentiment amoureux. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai les appels, imaginons j'avais eu votre mari au téléphone, je lui aurais dit, très bien, confrontez-la un peu au réel. C'est-à-dire, si tu as un autre amoureux, et bien dans ces cas-là, tu dors plus dans notre lit de couple, ou dans ces cas-là, tu quittes la maison, etc., pour un peu avoir un électrochoc. Je pense que s'il l'avait fait, j'aurais eu un électrochoc. Mais Mais oui, il a été trop gentil, on va dire, d'accepter que je reste à la maison, qu'on essaie de se laisser une chance. mm, mm. En vrai, c'est ça, hein. J'ai accompagné de très, 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 très nombreux couples dans une situation très similaire à la vôtre. Et en général, les conseils que je donne, par exemple, là, au mari qui est trompé, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, ça va permettre à la personne qui est dans la relation extra-conjugale de faire l'épreuve du réel et de se poser les bonnes questions. Si on a le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, excusez-moi Oui, l'expression, c'est en fait, totalement ça. on discerne pas bien. Et c'est là que on va commencer à s'emballer pour une relation dans laquelle finalement il y a pas mal d'obstacles et puis il y a pas mal de souffrances. Et c'est vrai que d'être séparé de ses enfants, on n'en parle jamais, mais c'est un Alors, vrai sujet. c'est un vrai sujet et c'est moi du coup je pense que de par mon vécu, je suis une maman poule très anxieuse qui avait beaucoup le contrôle finalement sur la vie de mes enfants parce que le papa a été comme je vous disais très carriériste et donc même si à la maison c'est un très bon papa et qu'il m'aide beaucoup à la maison, finalement il n'était pas souvent
Voilà, il partait très tôt le matin, il rentrait très tard le soir, et donc c'était beaucoup moi qui gérais les enfants. Et ça, le fait d'avoir les enfants en garde alternée, c'est extrêmement compliqué pour moi. Je le vis pas forcément bien. Et c'est ce qui me fait aussi me poser la question de est-ce que tu vas être heureuse en ayant tes enfants en garde alternée? Et à la fois, je me rends compte que ça fait du bien, malgré tout, de souffler. Et ça me fait, c'est complètement contradictoire, mais ça me fait très peur aussi de revenir avec mon mari, parce que je me dis finalement, c'est bien aussi d'avoir des moments pour soi, où on se sent femme, où on peut se faire des week-ends en amoureux, où on peut se faire un resto le soir sans enfant, ou faire des choses à l'improviste. Enfin, donc j'ai peur aussi de retourner dans ce schéma familial classique où finalement je trouve qu'il y a peu de place pour la vie de femme. C'est comme si là, tout le monde avait des cœurs qui sont écorchés, le vôtre, celui de vos enfants, votre ex-mari, votre nouveau conjoint. On n'a que des cœurs qui sont écorchés. Mm. Ben, il faut un peu de temps pour que les cicatrices se Et en fassent. fait, tout le monde se raccroche à moi. J'ai l'impression des deux côtés, ils sont, ils se raccrochent à moi et ils comptent sur moi pour être heureux en fait. Et ça, c'est extrêmement dur. J'essaie de leur dire, essayez d'être heureux autrement. Mais c'est pourquoi vous prenez ce rôle-là, vous? Parce que je sais pas. Parce que c'est vous qui prenez ce rôle. Mm. Il va se passer quoi si vous arrêtez de prendre ce rôle? Vous dites, eh oh les gars, chacun s'occupe de son bonheur. Je ne suis pas en charge de votre bonheur. Bah, si je ne leur dis pas, ils vont m'envahir en fait. Vous voyez? Mais pourquoi vous acceptez ça, vous? En fait, je pense que j'ai un exemple maternel d'une maman qui n'a jamais été heureuse en couple, qui a plein de fois voulu se séparer, mais qui n'a jamais eu le courage et qui avait ce sens du sacrifice pour ses enfants, pour l'image, etc. aussi, le regard des autres, etc. Mais j'ai une maman qui s'est beaucoup tue, beaucoup éteint finalement, pour conserver un schéma familial stable et où voilà, et du coup, je crois que j'ai grandi avec cette image-là où je dois tout prendre sur mes épaules pour que tout le monde soit heureux. Et, euh, et vous voyez, quand j'ai perdu ce bébé, eh bien, je me suis dit, j'ai énormément culpabilisé vis-à-vis de mon mari et vis-à-vis de mes parents, de ma famille, de mes sœurs, etc., de leur infliger ça, cette tristesse, parce que tout le monde était très triste. Et j'ai tout caché, mes émotions. J'ai tout pris sur moi et je me suis relevée en silence pour protéger tout le monde, en fait. Et là, je vois qu'en fait, je suis en train de faire la même chose avec ce nouvel homme et avec mon mari. Et je ne sais pas comment me défaire de ça. Parce que est-ce que c'est votre responsabilité de faire ça? Ben, disons que leur bonheur, en tout cas de ce qu'ils me disent, de ce qu'ils me font comprendre, dépend de si je suis dans leur vie ou non. Et donc, je sens un poids sur mes épaules énorme et je ne sais pas comment faire autrement. Votre mère, quand elle était beaucoup dans le dévouement pour sa famille, le sacrifice, est-ce qu'elle avait raison de se sacrifier pour ses enfants et sa famille? Non. Et moi, je lui ai déjà dit plusieurs fois, quand j'étais jeune et même dernièrement, que pour moi, elle aurait dû se séparer. Non, vous êtes en train de remettre en question le modèle maternel que vous avez. Vous avez fait ça pendant des années, le côté très sacrificiel. Aujourd'hui, vous voyez où ça vous a mené. Mm. Et, est-ce que vous pouvez faire autrement? Et si vous faites autrement, ben, c'est mettre un peu en défaut votre mère aussi, de dire qu'elle aurait pu faire autrement. Ouais. C'est pour ça que vous restez aussi bloqué. C'est de dire, en fait, maman, je vais pas faire comme toi, moi. Et elle a beaucoup de mal à le comprendre. Oui, mais quand vous parlez à votre mère, finalement, vous parlez aussi à vous. Comment est-ce que vous arrivez à accepter que c'est pas votre rôle? Bah, je n'y arrive pas. Je me dis que c'est le rôle de la femme, finalement. Ok. Allez, on va terminer là-dessus. Est-ce que c'est le rôle de la femme de rendre tout le monde heureux, heureuse? Je- 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 J'imagine que non, qu'on doit aussi penser à nous, et que c'est à travers notre bonheur à nous que les autres seront heureux, finalement. C'est ça que vous essayez pourtant de dire à votre mère. Ben oui, mais j'arrive à le dire à ma mère. Vous voyez, j'ai toujours réussi à lui dire, mais quand il s'agit de se l'appliquer à soi, c'est une autre histoire. Et j'ai une dernière question qui me taraude et j'ai vraiment hâte de connaître votre opinion là-dessus. C'est une fois qu'on a créé comme ça un lien aussi fort avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme, euh, est-ce que vraiment c'est possible de se rattacher à son mari, à son partenaire de longue date, euh, et notamment physiquement? Vous voyez, parce qu'avec mon mari, j'ai plus du tout de désir, j'ai plus, je vais pas dire du dégoût, mais presque.
Mhm. C'est Euh, normal, hein, parce que comme vous êtes attaché à quelqu'un d'autre, c'est difficile d'avoir peut-être du désir pour cette personne. La majorité des gens, pas tout le monde, ont du mal à avoir du désir pour plusieurs personnes à la fois. Donc, c'est assez logique ce que Est-ce vous que me ça, c'est partagez là. possible de se rattacher? La réponse, c'est oui, c'est possible. En fait, si vous avez déjà été attaché, vous pouvez vous rattacher. Et puis, en fait, même une nouvelle rencontre peut être possible avec votre mari. C'est très compliqué pour moi parce que sexuellement, avec mon mari, ça n'a jamais été très, très épanouissant. Le point important, c'est de comprendre que quand vous réfléchissez à une possibilité de reconstruction avec votre mari, ne pensez jamais à je vais m'engager pour un retour en arrière. On va revivre ce qu'on a vécu. C'est pas possible. Vous savez bien que ça vous a conduit Mm. à l'infidélité et ça vous a conduit à la séparation. Donc l'objectif, c'est de ne plus revivre la même relation que vous avez vécue avec lui. L'idée, c'est que vous vous êtes séparés actuellement et que si quelque chose est possible avec votre mari, c'est pour vivre quelque chose de totalement nouveau. Et pour vivre quelque chose de totalement nouveau, ce temps de séparation, il est nécessaire. On fait, en gros, on se change personnellement et on va changer la façon d'être en relation. C'est pas pour refaire ce que vous avez fait avant, parce que vous savez très bien que ça va vous conduire à quelque chose de négatif. Ouais. Mais le problème, c'est que ça induit de me séparer de mon nouveau compagnon, de prendre de la distance. Et... Et c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est que le compagnon, là, le nouveau, il vous empêche d'aller jusqu'au bout de votre discernement avec votre mari. Et je suis obligée de vous le dire, ça va être compliqué pour construire une belle relation du coup avec lui. Parce qu'après coup, vous allez dire, oui, mais comme il était là, ça m'a empêché d'eux. Et bon, bah après, Oui, je on risque apprend à d'avoir des accepter son regrets. histoire, mais ouais, on risque Ouais, d'avoir des regrets, c'est ça. ouais, C'est exactement. pour ça qu'en fait, ce qui serait, bon, je vous dis le scénario parfait, ce serait de vous séparer de lui le temps que vous allez jusqu'au bout de votre discernement avec votre mari et après de revenir avec une bonne décision. Et si c'est l'homme de votre vie, ne vous inquiétez pas que ça va reprendre. Mais c'est prendre ce risque-là. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas été jusqu'au bout du discernement avec votre mari, que c'est pour ça que ça bloque. Et que là, les sentiments amoureux vous ont entraîné à prendre cette décision, mais c'est pas très clair. Et vous savez pourquoi je le sens aussi, c'est quand vous me dites que ça vous stresse la, la- l'étape du divorce en général, hein, ce qui se passe dans les situations très similaires à la vôtre, c'est que le jour où le mari enclenche le divorce, on dit, ah ben ça y est, c'est plutôt une libération, c'est apaisant. Il a compris, on va pouvoir aller de l'avant, je vais pouvoir enfin vivre mon histoire d'amour. Vous n'avez pas un sentiment de paix et de joie. Non, pas du tout. Et ça, c'est le signe que c'est peut-être pas tout à fait le bon timing et qu'il y a peut-être encore quelque chose qui doit être travaillé, quoi. Mm. Et c'est pour ça que je me dis, ah, il y a quand même quelque chose. Ah, je sais pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sent que vous n'avez pas été jusqu'au bout du discernement. Ouais. Mais Il y a quelque chose qui n'est exactement. pas en paix. Mm. J'aurais besoin de plus de temps pour réfléchir. Respectez-vous. Respectez-vous. Vous avez besoin de ce temps-là. Il n'y a pas de raison de précipiter les choses. Quand votre amant a envie de précipiter les choses, c'est parce que lui aussi, il est un peu insécurisé et que ça l'aiderait d'avancer. C'est son insécurité à lui. Un amour véritable, il se construit dans le temps et la patience. D'accord? Et par rapport à votre mari, laissez-lui aussi du temps de digérer tout ça. 14 ans de relation, c'est beaucoup. 3 enfants communs, c'est beaucoup. Et qu'au bout de 14 ans, tout explose et qu'on a besoin un peu de se remettre en question, c'est normal. La vie est longue, quoi. Laissez-vous du temps. C'est vraiment, j'ai l'impression de le redire à chaque fois, mais c'est c'est l'enjeu de notre époque. En fait, on ne se laisse pas de temps. Et je me parle à moi-même, hein. Moi, je suis la fille qui ne laisse pas du tout de temps. J'ai un problème avec la temporalité. Donc, je vous dis quelque chose que j'ai moi-même souvent du mal à faire, hein, parce que on veut que les choses aillent vite, mais on se trompe en faisant ça. On va devoir s'arrêter, Lana, mais comment vous vous sentez là au terme de cette discussion? Euh, Bah disons que vous avez mis le doigt sur plein de petites choses auxquelles je n'avais pas pensé, sur le rôle de la femme, sur le rôle de ma maman dans tout ça, et sur le fait qu'il faille vraiment prendre son temps et qu'il faille que je m'écoute. Donc je me sens rassurée. Vous avez légitimé beaucoup de choses finalement, beaucoup de ressentis que j'avais. Et vous m'avez donné des pistes pour essayer d'y voir plus clair et ne pas avoir de regrets finalement. Donc je me sens bien. Je me sens bien, je vais essayer de m'écouter davantage et de faire passer le message autour de moi, que j'ai besoin de temps et que si on ne l'accepte pas, eh bien tant pis. Mais c'est comme ça. Je vais essayer de m'affirmer davantage, en fait. Ouais, ça va tout changer. Et me sentir un Et peu moins coupable aussi. c'est ça votre enjeu, hein, Lana. C'est la Ouais, culpabilité. Ce truc-là, il va falloir s'en libérer parce que ça vous pourrit littéralement ça me la vie pourrit et la ça vie. pourrit vos relations. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous sortir de cette logique de culpabilité permanente, de Mm. porter des choses qui ne sont pas de votre ressort et de remettre chacun face à sa responsabilité. Voilà, c'est pas à vous à tout porter.
Une fois libérée de votre culpabilité, waouh, vous allez être une nouvelle femme et vous allez y voir beaucoup plus clair. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci, au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.